Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est une tradition typiquement française, un rendez-vous à ne pas manquer, une fête de la littérature. Tous les automnes, plusieurs centaines de livres envahissent les librairies. Aux côtés des habitués et des poids lourds de l'édition, des petits nouveaux qui, pour certains, auront la chance de sortir du lot. Et c'est le cas de notre invité du jour. À seulement 23 ans, son premier roman, L'Oubli, fait déjà partie des livres à ne pas manquer en cette rentrée littéraire. Frédérica Amalia Finkelstein, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez donc L'Oubli, votre premier roman, et vous racontez en fait la nuit d'errance d'Alma Dorothea, votre personnage. Elle a grandi en écoutant Daft Punk et en jouant aux jeux vidéo et a appris un jour que son grand-père a échappé de peu au camp de concentration. Dès lors, elle est tentée par les chiffres, les images de l'extermination des Juifs et va tenter d'oublier cette mémoire trop lourde à porter. Je le disais en vous présentant, vous avez seulement 23 ans. On dit souvent des premiers romans qu'ils sont autobiographiques. Vous avez choisi d'ailleurs d'écrire le vôtre à la première personne. Qu'est-ce qu'il y a de vous et peut-être de votre propre histoire dans ce roman ? Il y a évidemment beaucoup de choses, mais je tiens au mot roman et la merveille de la littérature, c'est qu'on peut inventer, c'est d'utiliser son imagination. Et donc, ce livre part de moi, mais va vers l'imaginaire. Et donc, c'est un livre qui puise dans ma vie et dans le passé de ma famille, mais pas uniquement. J'ai aussi inventé, bien sûr. Alors, en exergue de votre roman, vous citez la phrase de Primo Levi de « Si c'est un homme, n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas ». Et en fait, pour être clair, votre roman part un peu du postulat complètement inverse, puisque Alma, elle veut oublier la Shoah. Vous diriez que c'est un peu emblématique justement de votre génération ? Oui, je pense que je suis née dans une génération qui, à l'école, a subi ce devoir de mémoire qui est si lourd à porter et auquel on n'est pas tellement... on est lointainement affilié parce qu'on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas connu vraiment... on n'a pas connu la Shoah, bien sûr, mais donc on a été obligé de célébrer quelque chose, de remémorer quelque chose qui est loin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de distance et de froideur justement sur une histoire qui vous touche directement. C'était important pour vous. Comment est-ce que vous avez procédé pour garder cette distance ? Eh bien, je savais qu'il y avait des pièges parce que parler de la Shoah aujourd'hui, c'est difficile. D'abord parce que c'est un sujet qui est évidemment brûlant, mais aussi parce que beaucoup de gens sont blasés. Enfin, il faut bien le dire. Je reçois déjà des lettres de personnes qui me disent « Ah, encore un énième livre sur la Shoah ». J'ai même lu un article l'autre jour qui disait que c'était un coup marketing. Ça m'a horrifiée parce que c'est évidemment pas le cas. Mais on voit bien que dans l'inconscient collectif, la Shoah rime un peu avec à la fois un malaise et parfois une forme de dégoût. Donc il fallait trouver le bon axe et j'ai choisi une forme de froideur d'abord parce que je suis pas quelqu'un qui s'ouvre, qui se donne comme ça, voilà, tout de suite, mais aussi parce que je voulais garder une distance pour parler de ça. Alors le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que vous n'êtes pas prêt d'oublier cette rentrée littéraire. Votre livre est déjà sous les projecteurs et vous avez été félicité par l'auteur Frédéric Beigbeder, qui est l'un des auteurs les plus populaires en librairie, en tout cas en ce moment en France. Et ce n'est pas tout, vous avez également reçu une lettre d'un prix Nobel de littérature enthousiaste. C'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Il qualifie votre livre d'un cri, un appel au secours, à la reconnaissance, à la mémoire. Voilà, on voit quelques images de Leclésio. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement dans cette lettre ? Bon, c'est une lettre privée, donc je ne vais pas la dévoiler complètement, c'est intime, mais c'est un encouragement et une lettre de lecteur ému. Donc ça m'a fait énormément plaisir.
Et quand on écrit un livre et qu'on y tient et qu'on aime la littérature, avoir une réponse de la littérature elle-même, puisque le Clésio, c'est une des voies de la littérature, eh bien, c'est extrêmement touchant. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez identifié, ou peut-être d'ailleurs que c'était très récent avec ce livre, votre envie d'écrire? Peut-être est-ce un besoin? Oui, c'est un besoin. Enfin, c'est une nécessité. Je me suis pas posé la question de la légitimité. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire sans vraiment savoir d'où ça venait, d'où ce besoin venait, mais c'est vraiment une nécessité. Alors, entre le soutien de Frédéric Beigbeder, cette lettre de Leclésio, ils sont tous les deux membres, précisons-le, du prix Renaudot, un très prestigieux prix littéraire ici en France. Vous vous retrouvez, c'est pas tout à fait un hasard, sur la liste de présélection pour ce prix. Ça met pas trop de pression sur une jeune auteure comme vous de 23 ans? C'est pas le sentiment que je ressens. Je ressens de la joie parce que ce livre a été attribué à Céline, à Aragon, à Monsieur Leclésio, donc c'est un sentiment de joie, je suis heureuse. Alors en tout cas, en cette rentrée littéraire, sur les plus de 600 romans qui sortent en librairie, 75 sont des premiers livres. Vous n'êtes pas toute seule. Et il est vrai qu'avec l'exposition médiatique qu'elle engendre, la publication d'un premier roman peut bouleverser une vie. Exemple avec deux jeunes écrivains s'attaquant chacun à leur façon à de lourds sujets de société. Il faut désormais le surprendre et le filmer à l'improviste, comme ici au Salon du Livre. Édouard Louis, la révélation littéraire de l'année 2014, fuit les médias. Son premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, l'a peut-être propulsé trop vite sur le devant de la scène. L'auteur de 21 ans y relate son adolescence, celle d'un homosexuel élevé dans un milieu rural, modeste et violent. Rejeté par tous, il ne parvient à survivre que par la fuite. Un roman où le réalisme parfois cruel a offensé les uns et ému les autres. Beaucoup de gens me disent j'ai vécu votre histoire parce que j'étais le petit pédé, le petit bougnoul, le petit youpin, le petit black, la petite grosse, et comment la société fonctionne par des mécanismes permanents d'exclusion. C'est ça aussi que je voulais montrer. Il y avait une volonté politique, éminemment politique. Édouard Louis veut aujourd'hui se préserver, se protéger des effets pervers de la célébrité. Un thème choisi justement par un autre jeune auteur, Baptiste Rossi. La vraie vie de Kevin, une fiction sur les dérives de la télé-réalité. Kevin Mouche, adolescent insignifiant et manipulé à l'extrême par un producteur sans scrupules. Baptiste pointe du doigt ces shows pré-scénarisés mensongers qui, dans son roman, conduisent au drame. Un conte contemporain écrit en 2 mois. Un roman, c'est juste voilà, 2 bonnes idées, quelques blagues, et après c'est l'alphabet dans le désordre. Et c'est surtout que non, c'est pas compliqué du tout à écrire. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir et c'est toujours des bons moments. Édouard Louis et Baptiste Rossi ne sont pas exceptionnels. Les critiques estiment que la littérature s'est toujours enrichie de nouveaux talents. Mais le style contemporain de chacun de ces deux jeunes auteurs est singulier et original. Ce sont 2 livres qui, par le style, parlent à tout le monde. Il y en a un qui utilise les SMS, les courriers électroniques, les choses comme ça, etc. Et dans l'autre livre, celui d'Édouard Louis, on a une langue verte, directe, forte, violente même, hein, une langue picarde. Donc c'est une espèce de mélange un peu détonnant. Donc on a quelque chose de tout à fait intéressant et en même temps stupéfiant. Baptiste avoue craindre qu'un jour la fiction de son roman ne devienne réalité. L'étudiant de 19 ans de Sciences Po s'est pris au jeu de l'écriture. Il travaille déjà sur son prochain ouvrage, un thriller inspiré d'un célèbre homme politique du Var. Pour Édouard Louis, la littérature est là pour poser les questions délaissées par le champ politique. Le normalien pourrait donc bien surprendre une fois de plus tout le monde avec son 2e livre. Alors Frédérica, est-ce que votre vie à vous a déjà changé depuis la publication de votre livre? J'ai un emploi du temps assez chargé, mais l'important c'est d'essayer de garder la concentration pour le prochain livre. Parce que justement, alors ça c'est l'autre question évidemment qui suit. Vous avez envie de faire de l'écriture votre vie. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? On imagine qu'avec la tension dont vous profitez en ce moment, on vous propose pas mal de choses. Oui, je veux continuer à écrire toute ma vie et je suis déjà en train de concevoir dans ma tête le prochain livre. Il le racontait, le jeune auteur, dans le reportage. Parfois, l'écriture, là, apparemment pour lui, était vraiment un moment de plaisir. Comment est-ce que vous vivez l'écriture d'un
l'écriture d'un roman? Comment s'est passée l'écriture de celui-ci? Ça a été nerveusement épuisant. Je passais parfois 17 heures par jour à écrire. Donc c'est un travail de fou. Il faut être un peu fou, je pense, mais j'ai réussi, je crois. Et ben on vous souhaite en tout cas bonne chance dans votre parcours. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre L'Oubli est paru chez L'Arpenteur. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, Frédérica, c'est que votre roman est à lire au son de One More Time des Daft Punk que votre personnage écoute pour peut-être s'autoriser à l'oubli pendant quelques instants. On se quitte donc avec ce tube du célèbre duo français. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. One more time,